L'histoire de la Tunisie contemporaine est une longue succession de combats. Un magazine spécial retrace les grands tournants de la société tunisienne. C'est à découvrir dans la revue Manière de voir du monde diplomatique. Avant d'accueillir le journaliste Akram Belkaïd qui a coordonné la revue, je vous propose de replonger dans nos archives. La résidence d'été du père de l'indépendance, transformée en musée Bourguiba. Pendant 23 ans, Ben Ali s'est appliqué à effacer les traces de celui qu'il a déposé par un coup d'état médical en 87. Résultat, toute une génération de Tunisiens ne connaît rien ou presque du premier président de la Tunisie indépendante. Mes enfants doivent connaître l'histoire de leur pays, l'histoire de la Tunisie, de sorte que s'ils vont à l'étranger, ils sauront quelles histoires raconter sur la Tunisie. Pour l'heure, dans ce musée, une seule image de Bourguiba est exposée, celle du libérateur de la femme tunisienne, celle du bâtisseur d'écoles et d'hôpitaux. Pas une allusion à sa part d'ombre, la répression des syndicats et des militants de gauche, la torture ou le régime policier qu'il a imposé. Et avec nous sur ce plateau, Akram Belkaïd, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez coordonné ce numéro de Manière de voir du monde diplomatique. On y retrouve des analyses de journalistes, universitaires ou encore militants. Alors vous avez choisi de le titrer « Le défi tunisien au singulier ». Quel est le défi pour la Tunisie aujourd'hui ? C'est une bonne question. En fait, c'est le défi pour dire qu'il y a plusieurs défis. Ça aurait pu s'appeler le combat tunisien. C'est une manière de globaliser la situation d'un pays qui est un peu à part dans le monde arabe, c'est-à-dire qu'il a fait une révolution, qu'il y a eu un changement de régime, mais vaille que vaille, la Tunisie continue d'avancer et a énormément de problèmes à régler. Et c'est cette, je dirais, ambiguïté qui nous a paru intéressé de mettre en avant dans un contexte, je dirais, régional assez difficile et assez perturbé. Avec plusieurs grilles de lecture. Avec plusieurs grilles de lecture. Alors, manière de voir, c'est un alliage entre des archives du monde diplo qui sont mises à jour, qui sont de manière à ce qu'elles soient compréhensibles aujourd'hui. Mais il y a aussi des inédits et on s'est dit qu'on avait la possibilité d'examiner l'historique de la Tunisie indépendante sur 3 phases, c'est-à-dire la phase Bourguiba, justement, ce qui a suivi l'indépendance, grosso modo de 56 à 87, la phase Ben Ali, terrible, difficile pour les Tunisiens, et puis la période d'aujourd'hui qui date depuis 2011, c'est-à-dire ce pays qui est en pleine transition démocratique, qui se cherche, qui a des avancées non négligeables, mais qui a encore énormément de défis à relever. Voilà. Alors l'histoire contemporaine de la Tunisie ne peut pas se raconter sans le père de l'indépendance, Habib Bourguiba. Alors dans un long portrait, on comprend qu'il avait un projet politique contrairement à son successeur Ben Ali. Quel était ce projet ? Alors c'est un article effectivement de Sophie Bessis, c'est un inédit, Sophie Bessis qui est historienne et qui connaît bien la Tunisie, qui est tunisienne, et qui montre un peu quel a été le parcours du combattant suprême, puisque c'est ainsi qu'on appelait Bourguiba. Donc c'est dire à quel point c'était important. Et donc c'était un modernisateur, c'était un nationaliste, ça a été quelqu'un qui s'est engagé pour l'indépendance de la Tunisie. Donc la Tunisie était un protectorat français, c'était une présence coloniale. Bourguiba s'est engagé très tôt dans la bataille indépendantiste. C'est quelqu'un qui ensuite est arrivé au pouvoir en 1956. C'est quelqu'un qui a mis bas la monarchie, parce qu'on oublie souvent que la Tunisie était une monarchie. C'est le père de la République tunisienne, 57, et c'est quelqu'un qui avait une vision modernisatrice, c'est quelqu'un qui voulait moderniser à tout prix son pays par l'éducation, et qui a été l'un de ses grands faits, je dirais, au-delà du combat indépendantiste, ça a été de proposer à son peuple ce qu'on appelle le statut personnel, le code du statut personnel, qui a énormément amélioré la position, en tout cas les droits de la femme, de la Tunisienne, notamment en mettant fin, entre autres, par exemple, à la polygamie. Et la Tunisie a longtemps fait, je dirais, a été en pointe dans tout ce qui a été droit et émancipation féminine. Donc Bourguiba, c'est ça, c'est le côté, je dirais, brillant, c'est le combat pour l'indépendance, c'est la modernisation, mais d'autre part, c'est aussi quelqu'un qui n'a toléré aucune contestation, qui a fait le vide autour de lui, et son histoire, l'histoire de sa présidence,
c'est déjà aussi une histoire de répression, d'arrestation, notamment dans les milieux estudiantins ou syndicalistes. La gauche a été, à une époque, sa principale victime, mais les islamistes l'ont été aussi à la fin de son règne. Alors, il y a des façons, mais pourquoi Habib Bourguiba occupe toujours l'imaginaire politique des Tunisiennes et des Tunisiens? Il y a plusieurs raisons. Je pense que d'abord, il est en droit d'occuper cette place parce qu'il a tout de même mené son pays à l'indépendance et il a su lui trouver un chemin, je dirais, qui l'a différencié des autres pays arabes. La Tunisie a eu beaucoup de soucis, a eu beaucoup d'échecs, a eu beaucoup d'expériences malheureuses, mais vaille que vaille, c'est un pays qui a avancé sous Bourguiba. Donc il y a ce côté bâtisseur de la nation moderne tunisienne. L'autre côté, je crois que c'est aussi lié au fait que sous Ben Ali, Bourguiba a disparu des radars. C'est-à-dire que au fil des ans, Ben Ali a pris le pouvoir en 1987 et a fait en sorte que petit à petit, Bourguiba disparaisse complètement du paysage. On l'a vu d'ailleurs dans notre sujet sur le musée. Voilà, il y a le musée, mais voilà, il était quasiment difficile de parler de Bourguiba, sa statue avait disparu. Et donc après la révolution de 2011, dans un contexte où les Tunisiens se sont aussi retrouvés en mal de repères, unificateurs, Bourguiba a ressurgi et certains hommes politiques, dont l'actuel président Béji Caïd Sebsi, se sont quelque part, je ne dirais pas qu'ils ont essayé de s'accaparer cet héritage, mais ils se sont revendiqués de Bourguiba, parfois aussi de manière à faire front, à faire face à un autre courant important dans la société tunisienne qui est représenté par les islamistes de Nahda. Alors, il y a aussi une autre figure qui revient souvent dans cette Tunisie post-indépendance, c'est Ahmed Ben Salah. Qui est-il, cet homme? Alors bon, pour les jeunes Tunisiens, je crois que c'est un inconnu, mais c'est quelqu'un qui a énormément compté dans les années 60. Il a été, c'était une personnalité, une forte personnalité. Il a été le père de la collectivisation, c'est-à-dire que la Tunisie, qui est devenu un pays plus ou moins libéral sur le plan économique dans les années 70, eh bien, dans les années 60, ça a été plutôt une tentative d'expérience collective, socialiste, collectiviste. Et Ahmed Ben Salah a été l'homme orchestre, parce qu'il avait plusieurs portefeuilles ministériels. C'est un homme qui a énormément compté. C'est quelqu'un de très connu à l'étranger. Et bon, son expérience s'est mal terminée. D'une part parce que ces réformes collectivistes ont été rejetées par une partie de la population, et ensuite parce que je pense que le trop-plein de pouvoir qu'il avait l'a conduit à la chute, et finalement Bourguiba s'en est débarrassé. Alors c'est en 1987 que le général Ben Ali prend le pouvoir. Oui. Alors il perpétue les méthodes de Bourguiba, il va aggraver le népotisme, la corruption et aggraver la sécurité. Comment on explique qu'à cette période, les laïcs et les islamistes se rapprochent tout d'un coup? Alors, ils ne se rapprochent pas tout de suite. D'abord, quand Ben Ali prend le pouvoir, la Tunisie est dans une situation très difficile. Le mouvement islamiste, une partie en tout cas du mouvement islamiste a été tentée par la violence. Il y a eu des condamnations à mort. Ben Ali prend le pouvoir et arrive à un moment donné à stabiliser la situation. Et une grande partie des Tunisiens, à ce moment-là, respirent, se disent, voilà, on est tranquille. Très vite, le régime devient... policier, enfin, il est bâti sur le substrat policier qu'avait mis en place Bourguiba, mais disons que Ben Ali va le perfectionner, il va le renforcer, il va fliquer son pays, pour parler de manière triviale, et surtout, il ne va tolérer aucune contestation. C'est-à-dire qu'il va commencer par s'occuper des islamistes. Pendant ce temps-là, lorsqu'il s'occupe des islamistes, il faut le dire, une grande partie de l'opposition laïque ou progressiste, ou en tout cas non religieuse, regarde ailleurs, parce qu'elle estime que c'est dans son intérêt, mais se rend très vite compte que Ben Ali ne lui offre, elle aussi, aucune marge de manœuvre. Et donc, au milieu des années 2000, une partie de ces hommes politiques vont se dire que la seule solution, c'est de faire un front commun contre Ben Ali, et ça donne des prises de contact en 2004-2005 entre des gens qui, lorsqu'ils étaient étudiants, se connaissaient allègrement dessus, c'est-à-dire c'était vraiment des adversaires. Alors on voit aussi que Ben Ali respecte l'héritage des droits des femmes, mais comment va-t-il finir par l'instrumentaliser? Enfin, alors effectivement, il respecte l'héritage de Bourguiba parce qu'il a tout de même compris que par rapport à la communauté internationale, il n'y a rien de mieux que de dire écoutez, je ne suis pas le tyran que vous dénoncez, puisque regardez, je respecte les droits des femmes. Et effectivement, il a fait passer quelques lois qui ont renforcé un peu l'héritage de Bourguiba. Mais à quel prix ?
À quel prix? D'abord parce que par ailleurs les libertés n'étaient pas respectées et puis de toutes les façons ça ne l'a pas empêché de mener la vie dure, de harceler, de persécuter les opposantes tunisiennes. C'est-à-dire que les femmes tunisiennes qui s'engageaient en politique et qui avaient le malheur de s'opposer au régime étaient traitées de manière assez terrible. Et il y a eu plusieurs, je dirais, rapports là-dessus. Mais Ben Ali a su être, entre guillemets, intelligent parce qu'il a bien compris que, par exemple, pour l'Union européenne, le fait de dire que les femmes en Tunisie avaient un statut meilleur qu'ailleurs, ça pouvait accorder un peu d'indulgence au régime. Et justement, quand on voit aujourd'hui la société tunisienne divisée sur l'égalité devant l'héritage, qu'est-ce que ça dit de cet héritage de Bourguiba finalement? Alors, cette question, elle est fondamentale et en même temps, je dirais qu'elle est très... il faut vraiment l'aborder avec beaucoup de prudence. D'abord parce que Bourguiba lui-même s'en est expliqué à plusieurs reprises. Il interdit la polygamie, mais il interdit la polygamie en se basant sur le Coran. Sur l'héritage, il n'a rien pu faire. Pourquoi? Parce que c'est une prescription de la charia, c'est une prescription coranique. Donc c'est très difficile d'y toucher. Et on voit bien que même, parce qu'il faut préciser ce qui a été dit, on a tous dit que le président belge Kais Saied soutenait le projet de loi pour cette égalité. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura toujours une disposition qui permettra à certains Tunisiens, s'ils le souhaitent, de ne pas l'appliquer, en tout cas d'établir un héritage inégal. Et ça dit que le combat continue, le combat pour l'émancipation continue, et ça montre bien aussi quelque chose d'assez important. Ça montre quelque part aussi je dirais, la vivacité et la force de la société civile tunisienne qui continue à se mobiliser sur cette question-là. Mais ce n'est pas le seul défi des Tunisiens. Il nous reste une poignée de secondes. Cela fait aujourd'hui 7 ans que la révolution a eu lieu. Est-ce qu'elle a tenu ses promesses? En partie, mais bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et notamment, je pense que l'un des grands chantiers, c'est le chantier social, le travail pour les jeunes. Ça, la Tunisie a vraiment besoin d'un nouveau modèle économique. Et là, on le voit mal encore être défini. Merci beaucoup Akram Belkaïd. Je rappelle, votre numéro spécial Tunisie est à découvrir dans la revue Manière de voir du monde diplomatique. Merci beaucoup pour votre éclairage.